Grossetête. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Françoise Grossetête, elle est députée européenne. Alors vous imaginez, on a énormément de questions à lui poser. Elle est aussi la première vice-présidente du groupe politique le plus important en Europe, le PPE. Vous nous expliquerez peut-être après ce qu'il en est. Vous êtes de la Loire, parce qu'on a tous des racines. Les vôtres sont à Saint-Étienne. Oui, en réalité, mes racines sont à Lyon. Ah, mais je d'accord. suis effectivement installée à Saint-Étienne depuis une quarantaine d'années. Et ce qui est assez formidable, vous avez un très long parcours un peu exceptionnel européen, puisque vous avez été élu en 1994 Et oui, oui. et sans cesse réélu. Effectivement, sans cesse réélue, je termine mon 5e mandat. Formidable. Alors, c'est formidable parce qu'on dit souvent que les députés français prennent un peu l'Europe, enfin pas les députés français, les élus français ont envie d'aller en Europe quand ils n'ont plus rien à faire en France ou pour retrouver d'autres postes. Vous, ça n'a jamais été votre cas, vous êtes une passionnée de l'Europe? Alors, je suis effectivement une passionnée de l'Europe, ça c'est vrai, vous avez bien compris. Par contre, c'est vrai que c'est un peu dommage. Les partis politiques, de droite ou de gauche, ont très souvent utilisé le Parlement européen comme une voie de garage pour des députés battus au niveau national, ou parce qu'il fallait trouver une solution pour tel ou tel. Et je trouve cela vraiment regrettable. Il faudrait envoyer au Parlement européen uniquement des députés, des candidats qui s'engagent véritablement à travailler en profondeur au sein du Parlement européen pour défendre l'influence française. Alors justement, travailler au Parlement européen, Françoise Grossetête, députée européenne, vous avez eu des grandes passions lors de ces mandats. Les premiers, c'était sur la santé, me semble-t-il. Ah oui, toujours. Voilà, et ça continue, vous vous battez toujours. Toujours beaucoup. Je suis très investie sur les questions de santé. Ça a été un peu un hasard au départ. Oui, parce que vous n'êtes pas médecin, vous êtes professeur de droit. Non, même si dans ma belle famille, il y a beaucoup de médecins. Mon mari lui-même est médecin. Mais ça a été un peu un hasard. En 1999, j'ai été nommée rapporteure pour le règlement sur les médicaments orphelins. Il s'est avéré qu'aux yeux du Parlement, ça a été une réussite. Et de ce fait, on m'a confié régulièrement des textes législatifs concernant la santé. Et j'en suis ravie parce qu'au Parlement européen, il faut développer, je dirais entre guillemets, des expertises. Et je suis aujourd'hui reconnue comme telle dans le domaine de la santé. Expert. Alors aujourd'hui, vous êtes aussi, alors est-ce qu'on dit rapporteur, rapportrice? Rapporteur. Rapporteur pour quelque chose d'assez nouveau qui est le Fonds européen de la défense. Fonds européen de la défense, 5 milliards et demi d'euros qui ont été votés. Sur ce fonds pour aider, vous m'arrêterez, mais pour aider les États membres à mieux dépenser leurs sous, pour mieux armer l'Europe, pour mieux répartir et fragmenter les emplois, pour mieux répartir les systèmes d'armement. Je lisais qu'il y a 17 types de chars de combat en Europe, 178 systèmes d'armes différents. Et alors vous, on vous a dit, vous prenez votre bâton de pèlerin, et vous faites quoi alors? En réalité, suite au Brexit d'une part, c'est-à-dire la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, et ils l'auront quitté dans 10 mois, et puis suite aussi aux déclarations du président des États-Unis Donald Trump lorsqu'il a été installé, il a fait une déclaration importante disant qu'il fallait que l'Europe s'assume et assure elle seule sa défense, qu'il ne fallait plus compter sur son partenaire de toujours, son allié de toujours. Et cela a été un véritable déclic. Donc le Brexit plus le discours de Donald Trump, cela a créé au sein du Conseil européen, c'est-à-dire nos chefs d'État et de gouvernement, subitement une sorte d'union en disant oui, il faut qu'on assure notre défense, d'autant plus que l'Union européenne est quand même confrontée au problème du terrorisme, s'engage à assurer la sécurité de ses concitoyens. Et c'est pour cela que la Commission européenne, il y a tout juste un an, a fait une proposition de fonds
Fonds européen de défense, qui est un financement qui va permettre le développement innovant et compétitif de l'industrie de l'armement. Ceci, effectivement, pour éviter qu'on se retrouve comme actuellement avec 17 types de chars, avec je ne sais combien de types d'avions de combat, etc. Il faut aujourd'hui que les États membres apprennent à travailler ensemble dans le domaine de l'industrie de l'armement et ainsi puissent utiliser au mieux les financements qui seront accordés. Alors ce Fonds européen de défense qui propose donc ce programme de développement de l'industrie de l'armement, c'est le premier texte législatif concernant enfin l'Europe de la défense que nous mettons en place. Alors moi, depuis 20 ans, je souhaitais cette Europe de la défense avec le Royaume-Uni partenaire, enfin État membre de l'Union européenne, c'était impensable. Et bien aujourd'hui, ça y est, on démarre et je crois que c'est très important pour assurer la sécurité de l'Union européenne. Angela Merkel est d'accord? Ah, bien sûr. Oui. Angela Merkel est tout à fait d'accord. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de travailler en étroite relation avec la ministre allemande de la Défense. Oui, qui sont toutes des ministres, c'est très drôle. Ce sont en des Italie, femmes, en effectivement, France, c'est très en bien. Allemagne. Des ministres de la Défense ou des ministres des Armées, femmes, c'est très bien. C'est la reconnaissance que les femmes sont tout à fait capables de s'investir dans un domaine qui a été longtemps réservé aux hommes. Est-ce qu'elles le font mieux, à votre avis? Ça va aller mieux? Elles le font sûrement avec beaucoup de conscience professionnelle et de sérieux, certainement. On reconnaît là bien Françoise Grossetête qui travaille en Europe. C'est un petit peu son credo et on en est très fiers aussi. Vous avez parlé du Brexit. Nicole Fontaine, que vous connaissiez sans doute bien sûr. Qui a été présidente du Parlement européen, oui. est décédée il y a quelques semaines. Oui, malheureusement. Et on a l'impression que son décès est passé un peu inaperçu, quand même, quelque part en France. Mais c'était une grande européenne. Ouais. Et moi, on regrette toujours quand on a beaucoup connu. Moi, je l'ai bien connue. J'ai beaucoup travaillé avec elle à l'époque où elle était députée européenne avec moi, en 1994. On s'est retrouvés ensemble. Et c'est vrai que c'était une européenne convaincue. Et aujourd'hui, on a véritablement besoin d'Européens convaincus. Et c'est en cela que sa voix va manquer. Oui, et elle a déclaré d'ailleurs à propos du Brexit en 2016, ne pas être surprise par ce Brexit, parce que la population est très fragilisée, que l'Europe est malade de son déficit démocratique. Je voulais quand même vous poser cette question. L'Europe n'a pas l'air d'aller très bien. Vous avez dit que vous aviez peur qu'au fond, en 2009, c'est ça, 2009, quand les élections européennes auront lieu, on se retrouve avec... 2019. 2019, excusez-moi. 2019, en 2019, mais c'est l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, on se retrouve avec un Parlement eurosceptique et qui soit très grave pour l'Europe elle-même et pour tout le monde, au fond. La montée des populismes en Hongrie, dans les pays de l'Est, en Pologne, en Italie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors c'est vrai que l'Europe vit une période extrêmement difficile. Quand vous avez commencé en parlant de déficit démocratique. Oui. Alors moi, il y a des moments où je m'interroge quand on dit cela, parce qu'il faut quand même se rappeler que le législateur, ce n'est pas la Commission européenne. Le législateur européen, c'est d'une part le Conseil européen, c'est-à-dire nos chefs d'État de gouvernement représentés par leurs ministres, le cas échéant, et le Parlement européen. Et nous payons très cher le fait que pendant des décennies, nos responsables politiques dans les gouvernements, à la tête de l'État français, qu'ils soient de gauche ou de droite, n'ont jamais expliqué les accords, les décisions qu'ils prenaient à Bruxelles. Ils n'ont jamais expliqué aux citoyens français qui après se retrouvent finalement face à des nouvelles réglementations sans qu'on leur ait expliqué le bien fondé de ces réglementations. Et ça, c'est particulièrement regrettable. Et vous l'avez fait souvent, non? Vous faites partie... Oui, non, mais c'est trop facile. C'est trop facile quand tout va bien de dire que c'est grâce à la France, et quand tout va mal que c'est la faute de l'Europe, parce que c'est faux. Et aujourd'hui, quand j'entends nos concitoyens qui souvent, effectivement, m'interpellent et s'interrogent sur l'Union européenne, je les écoute. Et quand je prends le temps de vraiment les écouter, après je leur dis, mais finalement, ce que vous me demandez, c'est plus d'Europe.
Nos agriculteurs rencontrent beaucoup de difficultés. Quand je discute avec eux, finalement, je m'aperçois que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait plus d'Europe. L'Europe soit plus présente auprès d'eux. Quand les Français réclament plus de sécurité, moins de mouvements migratoires, parce qu'ils sont inquiets de la perte d'une identité européenne, je leur dis, oui, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faut plus d'Europe pour renforcer notre identité, pour mieux juguler le mouvement migratoire et surtout arriver à négocier avec les pays d'origine de ces migrants. Enfin, toutes ces questions-là sont effectivement des problèmes profondément ressentis par nos concitoyens, mais franchement, je ne suis pas une Européenne béate, mais je suis convaincue que c'est parce qu'il y a eu un déficit d'Europe qu'il y a justement ce sentiment-là. Alors justement, vous avez soutenu Laurent Wauquiez, puisque vous êtes à l'UMP, lorsqu'il est devenu président du mouvement des Républicains il y a quelques mois. Tout à fait, oui. Et vous avez dit que vous vous inquiétiez de la vision de Laurent Wauquiez sur l'Europe. Comment aujourd'hui, depuis qu'il a pris ses fonctions, est-ce que vous êtes rassuré ou au contraire, vous dites d'ailleurs très drôlement que Laurent Wauquiez s'adapte à tous les publics. Quand il est en Europe, il est européen. Quand il sort de l'Europe, il est anti-européen. Comment ça va se passer? Alors, c'est vrai qu'on a un président talentueux, ça je crois que tout le monde le reconnaît, particulièrement intelligent et qui sait mettre son talent au service des idées politiques, mais c'est vrai que sur l'Europe, pour l'instant je ne sais pas quelle va être la ligne qu'il va proposer pour l'élection qui aura eu lieu déjà dans un an. Oui, en fait, ça y l'élection est, a lieu le 26 mai, donc elle aura déjà eu lieu. Et c'est important de savoir quelle sera la ligne proposée par notre parti. J'ai toujours été très associée depuis la création de l'UMP, quels que soient les présidents que nous avons eus successivement. J'ai toujours été associée aux travaux concernant l'Europe, et là c'est la première fois que je ne suis pas associée. Alors que je suis vice-présidente, la seule vice-présidente du plus grand groupe, le PPE, et la plus ancienne PPE, avec une expérience donc accumulée qui peut à mon avis au moins l'expérience servir, et je le regrette profondément. Alors voilà, je suis en attente, je vais voir ce qui va être proposé, mais je suis en attente et quand même, effectivement, si je suis franche, un peu inquiète. Vous êtes d'autant plus inquiète, donc si Laurent Wauquiez nous écoute, eh bien Françoise Grossetête lui dit attention, l'Europe, il faut la faire. D'ailleurs, l'Europe, il faut la faire parce qu'en face, on a un président Macron qui, lui, président de la République, est complètement européen, dont vous déclarez d'ailleurs qu'il a fait et qu'il essaye de faire des choses beaucoup plus positives que d'autres présidents comme François Hollande, voire, je ne sais pas, Nicolas Sarkozy. Donc, comment ça va se passer, puisque maintenant la circonscription devient nationale, c'est-à-dire que nous allons élire, si j'ai bien compris, vous allez nous l'expliquer, des personnalités politiques qui seront déterritorialisées, voilà, qui seront en dehors du territoire, c'est-à-dire que vous êtes de Rhône-Alpes, donc vous êtes là, mais on peut très bien prendre quelqu'un du fin fond de la Bretagne pour mener la liste, quoi. Enfin, bien évidemment. Alors, c'est vrai que tout le monde reconnaît, le président de la République actuel, Emmanuel Macron, est effectivement un président qui travaille en faveur de l'Union européenne. Et je dirais que c'est très positif. Pourquoi? Nous avons vécu des années où la France était totalement absente de la scène européenne. Et je peux vous dire que quand on est patriote, comme je le suis,